Ok. Du coup, bonjour à tous. On s'est déjà tous vus aujourd'hui. Mais donc, conférence sur les vulnérabilités applicatives en partie pour préparer au CTF qui va venir bientôt. Donc les vulnérabilités applicatives, ça va être des vulnérabilités software qu'on peut trouver dans des logiciels compilés. Les trois vulnérabilités que je vais présenter aujourd'hui sont trois des principales et les plus communes qu'on va trouver en C. C'est le buffer overflow, l'integer overflow et le format string vul. Alors, ici, je sais que, il me semble que tout le monde a déjà vu le buffer overflow. Par contre, l'integer overflow et le format string, peut-être un peu moins. Tout d'abord, un petit rappel assembleur pour le plaisir. Je sais que tout le monde adore ça. Donc, je définis une fonction en assembleur. Et quand je vais faire un appel à cette fonction, concrètement, dans la mémoire, elle est ici, j'ai un bloc de code qui est quelque part, et puis le bloc de code avec ma fonction. L'exécution, ça va se faire d'abord les push EAX, EDX, ça va être je pose mes arguments sur le stack. Ensuite, je fais l'appel de ma fonction, le cours de l'exécution va débarquer jusqu'à ma fonction. On va exécuter le code assembleur jusqu'au return, l'instruction ret. Et puis, une fois qu'on exécute l'instruction ret, on revient juste après le call de la fonction et on continue à exécuter le code en dessous. C'est pas compliqué. Par contre, ce qui est important, ça va être les stack frames qui vont être créés à chaque nouvel appel de fonction, sur lesquels on va avoir un pointeur, ESP, qui représente le haut du stack. Ici, ça correspond aux arguments que j'ai posés tout à l'heure, par exemple. Donc ici, ça va être un buffer pour une chaîne de caractères et puis un pointeur vers une autre chaîne de caractères. Après, ça va dépendre des arguments qu'on a concrètement dans notre fonction. EBP qui représente la fin de la stack frame, la base de la stack frame. Et puis enfin, une adresse de retour qui va nous servir ici quand on exécute l'instruction return. L'adresse de retour, c'est cette adresse-là qui nous indique où reprendre l'exécution du code à la fin de la fonction. Donc ça, c'est très important pour comprendre le buffer overflow. Incrémentation des adresses, sens de dépilement, c'est pas très important pour le coup. Donc le buffer overflow, c'est une vulnérabilité de type corruption de mémoire, c'est-à-dire qu'on va altérer le contenu de la mémoire et puis on va y placer généralement du code qu'on va exécuter. Donc on va le voir juste après, ça se produit quand on écrit plus dans un buffer que ce qu'on a réservé pour ce buffer. Et l'intérêt principal, c'est d'exécuter du code arbitraire qu'on appelle généralement du shellcode. Donc ici, on a le buffer, et puis le buffer overflow, ça va consister à exécuter plus que les 12 caractères qu'on a réservés pour notre buffer. Donc en l'occurrence, ça va être d'écrire par-dessus notre char étoile Bob, notre BP et notre adresse de retour. Concrètement, un exemple, ici, hop, là, ça y est, j'ai rempli mon buffer, mais j'ai réservé 12 caractères pour le buffer. Mais si je continue à écrire, je peux remplacer l'adresse du shellcode et tout, et bim, on a un buffer overflow. Exactement. Mais comme on a vu tout à l'heure, l'adresse de retour, c'est ce qui va déterminer le flux d'exécution de notre code au final lorsqu'on exécute l'instruction ret. Donc concrètement, pour reprendre l'exemple d'après, ici j'ai juste rajouté un shellcode que j'ai placé en mémoire ailleurs, d'une manière ou d'une autre. Donc ici, comme avant, on exécute la fonction, ma fonction.
on exécute le code de la fonction, sauf que dans cette fonction, il y a une vulnérabilité buffer overflow, on a fait un overflow du buffer, on a remplacé l'instruction ret, et à la place de remonter juste après le call de ma fonction, ça va exécuter le shellcode à la place. Donc ça, c'est le principe du buffer overflow. C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Un petit exemple concret d'un buffer overflow tel que ça peut exister dans du code, c'est ici, je vais avoir un string. On voit très bien que, et ici, j'ai mon buffer dans une fonction. On voit très bien que le string, il fait beaucoup plus de 12 caractères. Et du coup, ici, quand je recopie mon string dans le buffer, forcément, ça va écrire plus que les 12 caractères du buffer. Ça va réécrire d'autres informations dans la mémoire, notamment mon adresse de retour. Donc ça, c'est très simplement un buffer overflow basique, mais c'est vraiment pas plus compliqué que ça, un buffer overflow au final. Les techniques principales pour trouver des buffer overflow dans du code ou dans une application pour laquelle on n'a pas le code, le plus simple, quasiment tout le temps, c'est d'analyser le code source. Mais ça, vous le savez bien, on n'a pas toujours le code source, c'est d'ailleurs plutôt rare, sauf dans l'open source. Donc, deuxième technique qui est aussi très puissante, c'est le reverse engineering, c'est-à-dire l'analyse du fichier binaire pour découvrir les endroits où on a le buffer overflow. Et puis enfin, le fuzzing, qui consiste essentiellement à envoyer des strings pas réellement aléatoires, mais susceptibles de provoquer des bugs. Donc généralement, on envoie des strings de taille de plus en plus grande jusqu'à ce qu'il y ait un dépassement de buffer, et ce qui provoque un bug. Ensuite, une fois qu'on a provoqué le bug, on va ouvrir avec un debugger pour voir exactement comment l'état de la mémoire au moment du bug et voir si c'est exploitable ou non. Corriger les vulnérabilités, c'est généralement relativement simple une fois qu'on a trouvé le bug. C'est simplement trouver exactement ce qu'il y a. Du coup, pour corriger les vulnérabilités buffer overflow, c'est, comme j'ai dit, donc une fois qu'on a trouvé le bug, ça va être simplement de s'assurer, via le code, que le buffer ne dépasse pas une certaine taille, enfin que la valeur qu'on veut écrire dans un buffer ne dépasse pas la taille du buffer lui-même. Et puis, en plus de ça, on a quelques protections supplémentaires qui sont pas réservées que pour le buffer overflow, mais qui peuvent servir aussi pour rendre plus compliqué l'exploitation d'autres types de vulnérabilités, comme celle qu'on verra plus tard. C'est l'ASLR, Address Space Layout Randomization, où en fait on va mettre les différents segments de code et de data dans la mémoire à des emplacements différents à chaque fois, de telle sorte à ce qu'un attaquant ne puisse pas utiliser des adresses fixes et les réutiliser d'une manière fiable. Ensuite, on a BitNX et DEP. DEP, c'est Data Execution Prevention, et BitNX, c'est la même chose. Concrètement, c'est donner des droits à des sections de mémoire en RAM et dire, ok, ici, on a le droit de lire cette mémoire, d'exécuter cette mémoire ou d'écrire cette mémoire. Et puis, essentiellement, la bonne pratique, c'est quand on a une section de mémoire qui est réservée pour des données, on donne des droits de lecture, écriture, mais pas d'exécution, alors que quand c'est du code, on donne des droits de lecture, exécution, mais pas d'écriture. Ce qui empêche d'exécuter des sections de mémoire qui sont censées être réservées à de la donnée et pas du code. Et vice-versa, ça empêche du code polymorphique aussi, des choses de ce type. On a des stack cookies. Donc, pour expliquer les stack cookies, essentiellement ici, dans ma fonction, en début et fin de fonction, je vais placer un cookie, donc une valeur en théorie aléatoire. Et puis, à la fin de la fonction, je vais vérifier que cette valeur n'a pas été altérée. L'intérêt, c'est que
ici je pose ce cookie sur le stack. Donc on reprend la stack frame. C'est-à-dire ici, par exemple, entre EBP et juste avant mon adresse de retour, je vais placer une autre valeur au tout début de l'exécution de la fonction. Comme ça, si jamais je fais un overflow de cette chaîne de caractères et je remplace mon adresse de retour, ça voudra dire que j'aurai aussi remplacé mon stack cookie. Donc il suffit de vérifier que le stack cookie n'a pas changé pour s'assurer que l'adresse de retour n'a pas été non plus changée a priori. Mais bien sûr, tout ça, ça dépend aussi sur le fait que le stack cookie ne soit pas prévisible. Parce que si on peut prévoir la valeur du stack cookie, on peut écrire le même stack cookie à cet emplacement mémoire. Et à ce niveau-là, ça ne sert plus à rien. Donc là, par contre, il faut bien choisir ces valeurs aléatoires. Tu ne peux pas juste mettre la même valeur à chaque exécution. Et enfin, le safe SEH, Structured Exception Handling, qui est c'est une structure en mémoire sous Windows qui permet de traiter des exceptions. Mais c'est sous Windows, on ne va pas en parler plus que ça. C'est pas le but ici. Donc, avant de passer à la suite, est-ce que quelqu'un a des questions sur le buffer overflow? Non. Est-ce que c'était bien expliqué ou vous avez rien compris? Du coup, on va passer à l'integer overflow. Alors, l'integer overflow, c'est un concept qui, au final, est assez simple. Un integer, il est défini sur un certain nombre d'octets. Alors, si ton integer il est défini sur 8 bits, il va avoir une valeur maximale de 255. Sur 16 bits, une valeur maximale de 65 000, 635, ainsi de suite. Donc, dans le cas, par exemple, d'un integer sur une machine x86, si l'integer il est défini sur 4 octets, et sa valeur maximale, ça va être ce gros truc. Et ça, c'est primordial dans le concept de l'integer overflow, parce que l'integer overflow, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si j'ai un int qui a cette valeur, et j'essaye de l'incrémenter encore plus? Eh bien, la réponse, c'est que le compteur, en fait, il va repasser à 0. Comme tu ne peux pas rajouter une valeur de plus là-dessus, tu ne peux pas avoir plus que tes 4 octets, tu ne peux pas rajouter ne serait-ce qu'un seul bit de plus. Du coup, en fait, il va tout remettre à 0 et puis après, ça va recommencer à incrémenter à partir de 0, 1, 2, 3. Et puis ça, c'est intéressant. Donc, hop, illustration. Ici, j'ai un unsigned int i qui vaut 0. Donc, concrètement, en hexadécimal, ça donne ça. Quand je lui mets cette valeur-là, qui est la valeur maximale, ça donne ça en hexadécimal. On voit très bien que si j'incrémente ça de 1, ça repasse à 0. Et là, hop, avec un petit printf joli, il va nous afficher 0. Alors, voilà, comme je disais avant, ça c'est très intéressant dans des cas concrets parce que techniquement, faire passer un int à 0 tout seul, ça ne sert pas forcément à grand chose. Et quand on le replace en contexte, souvent dans du code, on peut trouver des integer overflow qui peuvent permettre de créer des vulnérabilités de type buffer overflow, de la lecture en mémoire, des choses de ce type. Notamment ici, un exemple réel dans des codes OpenSSH d'une ancienne version, je ne me souviens plus laquelle. J'ai nResponse qui récupère en théorie la taille d'un paquet. J'ai un unsigned int de bus size. Ici, je dis si nResponse ne vaut pas 0, alors la taille de mon buffer sera nResponse fois la taille d'un pointeur de caractère, qui généralement c'est 4 octets. Donc ça va être 4. Ça va être une valeur que j'ai définie dans mon paquet. Et puis ici, je vais allouer la taille du buffer à response. Et puis après, je vais écrire un string dans
mon buffer response. Simplement, comme on a vu tout à l'heure, il y a une taille maximale à nResponse fois size of, bref, un taille maximum à un int. Du coup, si nResponse vaut ça, et size of char égale 4, alors buff size égale 0. Pourquoi? Simplement parce que 4 fois ça, c'est égal à notre valeur maximale d'un int, plus 1. Et du coup, ça va remettre le compteur à 0. L'implication, dans ce cas concret, c'est qu'ici, on aura alloué un buffer de taille 0. Du coup, dès qu'on écrit quoi que ce soit dans le buffer, ce qui est exactement ce qu'on fait ici, ça fait un buffer overflow. Et c'est là que le integer overflow devient extrêmement puissant. Il permet de créer des vulnérabilités qui ne sont pas autrement. Par contre, l'inconvénient, c'est que, et ici ça se voit très bien, c'est que justement ça ne se voit pas très bien. C'est-à-dire, ici, déjà là, on a nResponse, tout ça sur à peu près 6 lignes de code, et c'est déjà pas forcément très évident à voir, à moins de vraiment analyser le code. Donc quand tu as un code qui est étalé sur des centaines, des milliers de lignes, voire plusieurs fichiers, ça peut devenir extrêmement difficile de détecter des integer overflow. Et ça, malheureusement, il n'y a pas vraiment de moyen simple de les détecter. Donc comme j'ai déjà dit, c'est intéressant pour diminuer la taille de buffer, mais c'est aussi intéressant pour les integers signés. Donc là, dans les exemples précédents, c'était un integer non signé. Les integers non signés, concrètement, c'est des integers qui seront toujours positifs. Mais avec des integers signés, tu peux transformer un integer positif en integer négatif juste en l'incrémentant. Tu continues à additionner en boucle, en boucle, en boucle. Au bout d'un moment, tu vas atterrir sur un nombre négatif. Et ça aussi, ça peut faire foirer le comportement d'un processus d'une manière qui peut être significative, qui peut permettre d'exploiter ou de créer des vulnérabilités. Seul moyen de se protéger contre un integer overflow, c'est de s'assurer que ton integer, tous tes integers ne vont jamais dépasser la taille maximale d'un int. Alors ça, quand on code vraiment proprement avec des getters, des setters, ça peut être notamment dans ton setter, tu vas vérifier le calcul avant, dans ton setter, tu vas vérifier que ton int ne va pas dépasser la valeur maximale d'un int avant de mettre voilà, d'affecter la valeur à l'integer. Donc, oui messieurs, dames, les getters, setters, ça sert à quelque chose, même pour les int. Est-ce que vous avez des questions sur l'integer overflow? Oui. Dans le bout de code tout à l'heure que tu montrais, tu peux le remettre s'il te plaît? Je peux. Non, juste à... Ouais. Le nResp, quand il va faire, il va être, il va prendre la valeur de packet getInt, c'est ça? Oui. Et on va prendre une valeur plus grande que l'integer, c'est ça? Donc, alors ici, non. Ici, on va prendre, puisqu'après cette valeur-là, nResp, on va le multiplier par 4. Donc il n'y a pas besoin que ce soit plus grand que la valeur d'un integer, il y a juste besoin que ce soit plus grand que le quart de la valeur maximale d'un integer, puisqu'on le multiplie par 4 derrière. D'accord. Ok, d'accord, je vois. D'accord. C'est tout? Ouais. J'ai une question. Ouais. Parce que là, c'est dans le cas de int en quelque sorte. Est-ce que pour la classe integer, genre dans les langages c'est pareil? Ou, genre, je veux dire par là, est-ce que dans les setters getters qui existent dans cette classe, typiquement, la vérification est déjà faite, ou c'est à nous aussi de prendre nos précautions et de vérifier? Alors normalement, ça doit être déjà fait. Après, il faut voir en fonction du langage, il faudrait vérifier explicitement. Ouais. Mais a priori, j'ai envie de dire, normalement, ça doit déjà être fait, même en Java, en Python. Ok. Normalement. Ok, ouais, ça arrive. Après, honnêtement, j'ai pas vérifié, mais il me semble. Ça marche, merci. Les langages, managés, généralement, ils ont fait un peu plus d'efforts ces derniers temps.
Il y avait d'autres questions ou pas? Non. Ok, donc on passe au format string. Alors, vulnérabilité format string, qui, encore une fois, n'est pas du tout évident si tu connais pas le truc. C'est en fait dans les fonctions de type printf, scanf, tout ça, le premier argument, généralement, c'est un format string. Donc c'est un string qui va contenir ce qu'on appelle des tokens, genre des %p, des %s, des %d, et d'autres symboles qu'on verra plus tard. Et ces fonctions-là, en fait, ont un fonctionnement assez particulier, c'est-à-dire ils vont se servir du string qu'on leur fournit pour afficher le message final. Et ça peut permettre de faire des lectures-écritures arbitraires dans la mémoire. Donc on va voir comment, mais d'abord on va revoir un petit peu des notions des formats string justement. Donc ici j'ai AAAA, %10, $P. Tout de suite ça change du petit %D, %F qu'on a généralement dans nos printf. Concrètement, ceci, qu'est-ce que ça fait? Mon token commence au %10, il se termine au P. Donc tout ça là, c'est mon token. % signifie le début du token. 10, ça définit le nombre de l'argument qu'on veut afficher. Et puis, %P signifie qu'on va afficher un pointeur. Donc il va afficher quelque chose du type, je n'ai pas l'exemple ici, 0x et puis un pointeur. Donc une adresse mémoire. Et le %10, ça permet de dire que dans un printf de ce type, j'ai envie d'afficher le 10e argument. Donc ici, ça va être A10 que je vais placer ici. Ça, c'est intéressant, pourquoi? On va voir juste après. D'abord, ensuite, autre token intéressant, le %n, qui permet lui d'écrire un emplacement mémoire. Concrètement, ce que va faire le token %n, donc ça c'est littéralement ce qui est écrit dans la doc de la fonction, enfin printf. Il va compter le nombre de caractères et puis il va écrire le résultat dans l'argument qui lui est fourni. Du coup, avec un printf, on est capable d'écrire en mémoire. Et ça, c'est puissant. On va le voir après qu'on peut écrire à peu près n'importe quoi, au final. Du coup, pour récapituler vite fait, un printf, %p, sur un pointeur de caractères. Ici, ça va afficher un pointeur tout bête, une adresse mémoire. Mais qu'est-ce qui se passe si je lui dis, voilà, je veux que tu m'affiches 2 pointeurs, et je lui fournis qu'un seul pointeur? C'est là qu'on va commencer à rentrer dans le domaine de la vulnérabilité format string. C'est qu'en fait, la fonction printf va chercher un deuxième pointeur, qu'on lui ait fourni un pointeur ou non. Donc en gros, il va récupérer le pointeur Bob, il va l'afficher, pas de souci jusque-là. Par contre, il va chercher un autre pointeur sur le stack, et puis il va récupérer la prochaine valeur sur le stack et nous l'afficher aussi. Ce qui est plutôt sympathique. Et autre scénario, ici, %s, vers un pointeur void, Bob. Maintenant, si Bob est un string, il n'y a pas de souci, parce que notre printf va récupérer le string vers lequel pointe Bob, et puis il va lire jusqu'au null byte. Ce qui, par définition, un string se termine par un null byte. Mais imagine, un void pointer, par information, c'est un pointeur qui peut pointer vers n'importe quel type de données. Donc imagine que Bob est un int, et que cet int n'a pas de 00 d'octet de null byte à l'intérieur. Qu'est-ce qui va se passer? Le truc, il va essayer d'interpréter d'abord l'int en tant que string. Comme il n'a toujours pas rencontré de null byte, il va continuer à lire tout ce qu'il y a dans la mémoire jusqu'à ce qu'il trouve le prochain null byte.
Donc là, forcément, ça devient extrêmement intéressant. On est capable de dumper des sections entières de mémoire. Tant qu'il n'y a pas de null byte, il ne va pas s'arrêter, de null byte ou d'exception, parce qu'on a dépassé une page et on rentre dans l'endroit non réservé. Du coup, scénario concret, ne jamais faire ce genre de truc. Ici, on a un buffer qui est défini tout simplement par nos arguments qu'on fait passer en ligne de commande. Et puis, en fait, concrètement, certes, si on rentre un string normal, si on rentre juste un hello world, il va effectivement afficher le hello world. Par contre, si on rentre un format string, le premier argument d'une fonction printf, c'est un format string. Et du coup, si on rentre un string de Steve, ça c'est un format string, qu'est-ce qu'il va faire? Printf, il va placer tout ça là-dedans, et puis il va évaluer les uns après les autres les %p, et il va nous afficher des pointeurs jusqu'à, ici on a, je sais pas, une dizaine. Ouais, il va nous afficher la première dizaine de pointeurs sur le stack, ce qui est plutôt sympa. Donc comme je disais, on peut dumper la mémoire avec des formats string. Maintenant, on va reprendre le %n dont on a parlé tout à l'heure pour voir comment on peut écrire en mémoire. Dernier petit truc sur les tokens de formatage. Avec ça, on peut rajouter un padding. En fait, on rajoute des caractères dans le string. Et ici, le %10x, comme il est marqué, ça rajoute 10 caractères au string. Du coup, concrètement, dans ce string format, dans cette partie-là, on est en train de créer un string de longueur 14. Et puis ensuite, on a dit, le %n, on regarde la longueur du string et on fout la valeur dans un int qui est pointé par cette adresse. Du coup, concrètement, quand on va déréférencer i, ici on va avoir 14. Ça c'est intéressant dans le scénario où on fait ce qu'on a fait tout à l'heure avec les %p, c'est-à-dire qu'on va essayer de lire en dehors, on va écrire on va dépasser les arguments qu'on a dans notre format string. Donc ici je fournis un argument, ici c'est exactement le même format string que ici, avec une différence, c'est qu'on a un %4 $n. Donc pour rappel, le 4 $, c'est pour dire quel argument on a envie de récupérer sur le stack. Donc ici, on n'est pas en train d'écrire dans ce pointeur, on est en train de récupérer le premier, deuxième, troisième et un quatrième qui sera sur le stack. On l'évalue en tant que pointeur, et puis on dit, ok, on va écrire ça à cet endroit. Donc imagine par exemple, je sais que j'ai une adresse de retour x octets plus loin, et puis que j'ai un pointeur ici, juste derrière mon i sur le stack qui pointe vers mon adresse de retour, et qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire sélectionne le pointeur qui pointe vers l'adresse de retour, et puis remplace par une valeur arbitraire que j'ai définie avec le nombre de caractères entre guillemets. Et puis ensuite, il va remplacer mon adresse de retour par une valeur arbitraire que j'ai déterminée grâce à mon forward master. C'est pas très clair, je pense, mais il y aura des questions. Voilà, donc pour empêcher les formats string vulnérabilité, comme j'ai dit tout au début, ne jamais faire de printf avec juste un buffer, toujours définir en dur ton format string. Et puis aussi, ensuite vérifier les types des arguments qu'on va passer. Et ça c'est notamment dans l'exemple ici, vérifier toujours que si ici dans mon format string je demande un string, que c'est bien un string que je suis en train de lui passer et pas un int ou autre chose. Parce que sinon, après, on peut s'amuser à doper de la mémoire, faire un peu n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment les deux grosses protections, enfin les deux moyens de corriger les bugs format string.
d'une manière générale, si vous avez un truc comme ça dans votre code, votre compilateur il va gueuler et il va vous dire surtout ne le fais pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le format string, qui est une vulnérabilité assez particulière? Comment contrôler la dernière ligne que vous avez montrée? Oui, printf buffer. À la place, qu'est-ce qu'on peut écrire? Quoi ça? Printf buffer, ouais. Alors à la place, ce qu'on va faire, c'est on va... en fait, tu le définis en dur. Tu définis un string tel quel, mais tu mets pas un truc... il faut pas que l'utilisateur final puisse modifier la valeur. Il peut pas définir ce qu'il y a là-dedans. Parce que s'il commence à écrire ce string-là, c'est... Voilà. Parce que ça, c'est un truc que tu vois réellement des débutants faire, des printf buffer. Alors certes, pour un hello world, il n'y a pas de souci, ça va t'afficher le hello world. Du coup, la personne ne va pas forcément se rendre compte qu'il y a vraiment un bug sérieux. Mais si je décide de faire un passé des %p, des machins, la fonction printf va essayer de les évaluer. Il n'y a aucun argument derrière, du coup, ça va lire des valeurs, écrire des valeurs sur le stack, ou sur le tas d'ailleurs. D'autres questions? Non. Alors, juste un tout petit peu de bibliographie. Pour ceux qui sont intéressés, les liens, on vous fera passer les slides, les liens. Donc quelques liens intéressants qui expliquent plutôt pas mal. J'ai aussi rajouté les race conditions, à la base je voulais aussi en parler, mais je pense qu'on va pas trop avoir le temps. Du coup, je ne les ai pas rajoutés. Voilà. Les slides sont disponibles. Donc, si tu es abonné au Club Sécu, tu les auras. C'est comment qu'il faut faire pour s'abonner? Il faut juste m'envoyer un mail sur l'adresse qui est écrite sur l'affiche d'entrée. D'accord, ok, ça marche. ou si tu te connectes sur Slack aussi. Aussi.